So now we are more than happy to welcome Laurence Trochu. She considers herself a right-wing woman and dedicates her political life to fighting left-wing ideology. She has already achieved many victories, especially in her home department in the Yvelines. She supported François Fillon in 2016 and then Éric Zemmour in 2022. In the legislative elections of June 2022, she achieved one of Reconquête's highest national scores. She's an outspoken critic of wokism, and I'm sure she'll be sharing with us decisive arguments this evening. Bonsoir, madame. On est ravis de vous avoir avec nous. Alors tout d'abord, la question elle est assez simple. Quelles sont vraiment les causes finalement du wokisme? Parce que ça vient à connaître les causes, mais c'est ça le plus important. Exactement. Vous savez, on est la veille du 11 novembre. Alors je voudrais saluer particulièrement nos alliés de la première heure, nos alliés britanniques, nos alliés américains. Et je crois que le souci que nous partagions, que nos ancêtres partageaient lors de cette guerre, c'était celui de conserver nos nations dans leur continuité et la liberté. Et je pense que ce combat-là, c'est exactement celui que nous portons aujourd'hui tous ensemble. Et les causes du wokisme, Éric en a fait la genèse du point de vue, je dirais, philosophique et universitaire. Moi, je crois qu'il faut se référer là à Toynbee qu'on a déjà évoqué ce matin. Nous ne déclinons pas parce que les barbares nous attaquent. Les barbares nous attaquent parce que nous déclinons. C'est ce vide qui attire en fait nos adversaires à le remplir de leur idéologie. Alors évidemment, l'école est devenue, je dirais, ce nouveau terrain de jeu de la lutte des classes. On a vu l'inspiration marxiste tout au long de la journée, mais cette déconstruction, elle a été aussi orchestrée de manière toute particulière dans la politique française des années 80. Donc, les années 80, c'est François Mitterrand, évidemment. Et cette vision politique égalitaire, en fait, elle a fait de l'école ce nouveau terrain de jeu de la lutte des classes parce que le principe était le suivant. Puisque la culture classique n'est pas d'emblée accessible à tous, eh bien, supprimons-la parce que les élèves seront égaux. Ils seront égaux dans l'ignorance, ils seront égaux dans la nullité, mais ils seront égaux. Et ça, c'est le logiciel de la gauche, évidemment, qui fait suite, je dirais, à tout un substrat anthropologique du marxisme, cette ère du vide que Lipovetsky avait très bien décrite. C'est quoi? C'est l'avènement d'un individu qui est complètement libre de s'auto-déterminer, de dire qui il est, de quel sexe il relève, quelle que soit finalement la biologie. Cette disparition des repères et des limites, eh bien, elle est caractéristique de la modernité. Et déjà, souvenez-vous, les années 20, Adorno, sociologue allemand, qui nous disait que c'était ce processus de négation sans limite qui devait paradoxalement structurer la société. Alors la conséquence sur l'éducation, on va la voir de manière très simple. Puisque la liberté se définit comme un principe d'autodétermination, eh bien, le projet éducatif qui en découle, c'est quoi? C'est placer l'élève au centre de ses apprentissages. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible d'avoir un maître et un élève, parce que le maître, c'est le symbole de l'oppression. Et donc, quand Marx combattait la domination économique des bourgeois, eh bien, les déconstructeurs qui sont à l'œuvre dans les années 80 dans l'école française, eh bien, ils vont beaucoup plus loin parce que finalement est coupable pas simplement le bourgeois du point de vue économique, mais le bourgeois, c'est-à-dire celui qui incarne un modèle hégémonique, donc le mâle blanc, occidental, hétérosexuel, de culture classique, héritier d'une civilisation qu'il veut transmettre, qu'il veut perpétuer. Donc l'école va devenir, et ça c'est vraiment le projet de la gauche, l'école va devenir cette usine à fabriquer des êtres vierges de toute trace civilisationnelle. Il y a quelque chose d'inquiétant. Emmanuel Macron, début de son deuxième quinquennat, a utilisé une expression qui colle parfaitement à ce projet-là. Il a dit qu'il fallait dessiner les traits d'un nouveau peuple. Eh bien, l'école, en fait,
elle va servir à cela. Le nouveau peuple d'Emmanuel Macron, c'est quoi ? C'est celui qui vit dans un monde où il n'y a plus de limites, où tout est au-delà. Donc c'est un nouveau monde post-national, il ne croit pas à la nation et certainement pas à ses frontières. Un nouveau monde transhumaniste, et ça on le voit à l'échelle européenne. Et puis un nouveau monde multiculturaliste. Alors ce nouveau peuple, eh bien, il va falloir le façonner, il va falloir le former en le déformant. Et la meilleure manière de faire, eh bien, Bernanos, vous voyez, 1947, la France contre les robots, nous avait déjà dit comment ça se passerait. Eh bien, c'est la machine à bourrer les crânes. C'est la machine à bourrer les crânes qui veut en finir avec l'école qui servirait à formuler le jugement critique, parce que sans jugement, en fait, il n'y a pas de conscience. Donc cet appauvrissement de la pensée, il est organisé par une étape importante qui est celui de l'appauvrissement de la langue. Et c'est la raison pour laquelle, dans les solutions que nous évoquerons tout à l'heure, l'enseignement du français revêt un caractère fondateur. Je ne sais pas si les personnes dans cette assemblée qui ont eu à subir dans les classes une collection qui s'appelait « J'aime lire ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Tom Tom et Nana. Je pense que dans les années 80, on a tous été biberonnés à ça. Et ben, c'était vraiment la fadeur des textes et puis la laideur des illustrations, mais tout à fait symbolique de cette réforme, de ce projet de 1989 qui résumait très bien justement cette nouvelle pédagogie, l'élève au centre du système scolaire, c'est-à-dire l'élève à qui, sur le dos duquel on met la charge d'être l'auteur de ses propres savoirs, alors même que justement on ne lui donne pas les mots pour les penser et pour les élaborer. Et donc ça a entraîné très rapidement, on l'a vu et Eric l'a évoqué, cette baisse du niveau et du quotient intellectuel général. Et en 2018, il y a deux économistes norvégiens qui ont fait une étude très intéressante justement et qui ont conclu à l'importance du rôle de l'environnement culturel pour les élèves et leur niveau. Et l'intérêt de l'étude, il est de comparer des élèves entre eux, notamment au sein d'une fratrie, d'exclure de cette étude aussi des immigrés, parce que évidemment ça pourrait biaiser, je dirais, l'impact avec des enfants peut-être appauvris, y compris sur le plan éducationnel. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent comme facteur non sociologique à même de comprendre ça, facteur non sociologique et non génétique? Le déclin des valeurs éducationnelles, la dégradation des systèmes éducatifs et scolaires, la télévision et les médias, on en a parlé, et la dégradation de l'éducation au sein des familles. Si on prend ça à rebours, eh bien on voit quelles sont les solutions immédiatement. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, et c'est l'économiste Fitoussi qui le disait très bien en commentant cette étude. En fait, la pensée unique vient de l'appauvrissement de la langue. Parce qu'évidemment, je vais donner quelques exemples. Quand vous n'enseignez plus le conditionnel, eh bien, c'est toute la logique hypothético-déductive qu'on n'apprend plus. Quand vous supprimez du vocabulaire français le mot de mademoiselle, quand vous appelez une jeune fille de 13 ans madame, qu'est-ce que vous faites? Vous gommez la différence entre la jeune fille et la jeune femme. Donc, vous contribuez à ces frontières qui sont floutées. Et même chose quand vous n'enseignez plus la conjugaison des temps, eh bien, vous ne pouvez plus penser qu'au présent. Et vous n'avez plus de référence au passé, vous ne pouvez plus penser l'avenir. Donc, vous voyez, on a cet appauvrissement de la pensée qui vient aussi de l'appauvrissement de la langue elle-même, ce à quoi les pédagogistes ont travaillé. Et c'est quand leur chemin a croisé celui des politiques que s'est mis en place cette politique de l'école. Est-ce que le combat, il n'est pas déjà perdu? Est-ce qu'il y a des solutions, finalement? Moi, j'ai envie de dire, je me bats pour qu'on puisse continuer à dire que 2 et 2 font 4, que la pluie, ça mouille, que, je dirais, un petit garçon, c'est pas une petite fille. Et là, je dirais que la référence à Orwell, elle est inévitable. N'oublions pas ce qu'il nous disait, le but de la propagande est de produire le découragement des esprits, de persuader chacun de son impuissance à rétablir la vérité autour de soi et de l'inutilité de toute tentative de s'opposer à la diffusion du mensonge. Le but de la propagande est d'obtenir des individus qu'ils renoncent
à la contredire, qu'ils n'y songent même plus. Dommage parce qu'on est là, on est là de tous les pays d'Europe et des États-Unis. Alors je pense qu'il y a des solutions à mettre en œuvre. Vous l'avez compris, il y a un enjeu sur la formation du jugement critique. La formation du jugement critique, ça va passer par le rétablissement des savoirs académiques. C'est-à-dire que la structuration de la pensée va nous permettre de donner aux élèves les outils pour penser le réel, justement à cette époque où on a ce sentiment qu'on est dans une supercherie universelle et où dire la vérité, finalement, et je cite encore Orwell, c'est un acte révolutionnaire. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on se décourage. Et vous voyez aujourd'hui, parce que nous sommes dans l'opposition, ce serait plus simple si de fait nous étions aux manettes, nous sommes dans l'opposition. Aujourd'hui, où se trouve la liberté scolaire ? Eh bien, elle se trouve dans justement ce fleurissement des écoles qu'on dit hors contrat ou qu'on dit libre. Et moi, je fais le rêve que leur modèle puisse devenir demain, quand nous serons en capacité de décider, le modèle par lequel nous pourrons offrir à tous les Français l'excellence de l'éducation, parce que la méthode globale, la grammaire fonctionnelle, les maths abstraites, l'histoire enseignée sans référence chronologique, c'est quoi ? C'est la disparition du raisonnement, c'est l'émergence de l'intuition. Et moi qui ai enseigné la philosophie en terminale, je peux vous dire que mon premier acte de résistance à cela, ça a été de bouleverser l'ordre de la classe avec la disposition des chaises et des tables. Quand je suis arrivée dans ma classe, tout était mis en table ronde. Et moi, je ne savais pas très bien si ma place était à gauche ou à droite d'un élève, au milieu, pour m'adresser tour à tour aux uns et aux autres. Et je leur ai dit, on ne va pas fonctionner comme ça. Ah oui, mais madame, on ne pourra plus faire de débat. On ne pourra plus faire de débat. Dans leur tête, ça voulait dire, en fait, on ne pourra plus exprimer les uns et les autres nos opinions. Je leur ai fait comprendre que leurs opinions, j'en avais rien à faire, qu'on était là pour chercher la vérité. Alors je leur ai dit, on va faire un premier exercice, commencer à sortir leur manuel. J'ai dit non, rangez tout dans votre cartable. On a repris les tables, on a repris les chaises, on a réinstallé le bureau sur l'estrade. Et j'ai dit voilà, maintenant on va commencer l'année scolaire comme ça. Et je crois qu'il y a des gestes symboliques qui traduisent finalement quel est le rôle du professeur, quelle est la place de l'élève. Et je pense qu'on a un deuxième axe qui est de lutter contre le mirage numérique. Le mirage numérique, c'est la recherche de l'innovation à tout prix. Et je me souviens avoir connu un très très grand moment de solitude en 2016 quand j'étais conseiller départemental des Yvelines, puisque revenait au département, la charge d'équiper les collèges en tablettes numériques. Et donc, avant de se lancer là-dedans, ça coûtait un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Je me suis dit, il faut peut-être qu'on regarde s'il y a des études d'impact, qu'on regarde ce qu'ont fait les pays qui ont été pionniers en la matière. Je pense par exemple au Japon, je pense à la Corée, etc. Et puis, en regardant un peu plus ma délibération, j'ai vu qu'elle était accompagnée d'une circulaire de Najat Vallaud-Belkacem, qui était à l'époque ministre de l'Éducation. Et Najat Vallaud-Belkacem disait encourager la diffusion des tablettes numériques au collège, au lycée et même à l'école, parce que c'était l'outil, moi je dirais le cheval de Troie, de ce qu'on appelle dans le jargon la pédagogie inversée. La pédagogie inversée, c'est quoi ? C'est les cahiers au feu, la maîtresse au milieu. C'est-à-dire qu'on va encore une fois, rendre l'élève auteur de son propre savoir. Et je vais vous lire quelque chose de vraiment inquiétant. C'était le discours du délégué au numérique de l'Académie de Versailles. Le professeur est passé du face-à-face au côte-à-côte, laissant l'explication première à la machine pour être plus à l'écoute des besoins individuels de chacun. Le numérique apporte une toute autre approche de la pédagogie. Le professeur se transforme en classe, en un médiateur entre l'élève et l'outil. Un médiateur entre l'élève et l'outil. Alors, évidemment, ça révolutionne le métier des enseignants, bien sûr. Alors même que l'OCDE, dans des rapports qui datent peut-être maintenant quand même de 10 ans, nous disent que ça n'a, les outils numériques, aucune incidence positive sur le niveau des élèves. Mais ils s'en fichent, c'est pas grave.
Ce qui compte, c'est qu'on soit dans l'innovation. Et il y a vraiment quelque chose de très grave qui a été signé dans une tribune de Libération, justement par tous ces pédagogistes. L'enjeu n'est pas tant de prouver qu'avec le numérique, les élèves vont mieux ou moins bien réussir, mais de s'interroger sur la place que le numérique peut ou doit avoir au sein de l'école du XXIe siècle, dont l'ambition est de construire une société plus juste, plus émancipatrice, en un mot, plus républicaine. Et bien, la feuille de route de l'éducation nationale en France depuis 10 ans, elle est là. Donc forcément, cette liberté scolaire qu'on réclame, elle est plus que jamais nécessaire. Et ce wokisme qu'on combat et qui passe par tous ces outils-là, eh bien, c'est ce que Viktor Orban appelait, lors du sommet de la démographie auquel j'ai participé, le nouveau communisme. Et finalement, on pourrait dire que Marx n'est pas mort, il s'est simplement réincarné. Et c'est ça le drame. Mais l'espoir nous vient aussi de cet incessant dialogue entre la France et les États-Unis. Je pense à Tocqueville, auquel j'ai consacré plusieurs années de mes recherches. Tocqueville, et je terminerai sur cette citation qui nous dit « Les nations de nos jours ne sauraient faire qu'en leur sein les conditions ne soient pas égales, mais il dépend d'elles que l'égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, aux lumières ou à la barbarie, à la prospérité et aux misères. » Je crois qu'on a tous ici choisi notre camp et on va y arriver. Voilà. Merci Laurence Trochu.